Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons évoquer l'évolution du swing et du jeu, car il est vrai qu'on parle souvent de l'évolution du matériel, mais très rarement de l'évolution du swing et du jeu. Depuis 85, où je suis passé professionnel, j'ai pu assister à des périodes clés qui ont entraîné des évolutions, soit techniques, soit dans le jeu. Nous allons démarrer au début des années 80, où nous avions 40 000 licenciés en France. Les références techniques que nous avions à l'époque étaient les lois mécaniques qui régissaient la trajectoire de la balle, avec 5 lois physiques: l'orientation de la face de club, le chemin de club, l'angle d'attaque, la vitesse du club, le contact de balle. 14 principes techniques: le grip, l'alignement, la posture, longueur de l'arc du swing, largeur de l'arc du swing, équilibre dynamique, centre du swing, le plan de swing, position au sommet, levier, timing, release, connexion, impact. L'intervention des enseignants se faisait en priorité sur la position du club et la position du joueur. Comment on tient le club, comment on le place devant la balle, comment on positionne le joueur devant la balle, comment on fait évoluer le club autour du joueur en prenant en compte les 5 lois physiques et les 14 principes techniques. La première période clé est la fin des années 80, où l'on parle pour la première fois de motricité du mouvement et de motricité du corps et du buste. Leadbeater, Jimmy Ballard ont été les précurseurs de ce discours avec la fameuse phrase de Leadbeater: c'est le chien qui bouge la queue et pas la queue qui bouge le chien. C'est la première fois qu'une référence nouvelle rentrait en jeu. Bien sûr, cette référence nouvelle rentrait en collision directe avec les références historiques que nous avions depuis toujours. Nous rentrions dans une nouvelle ère qui a mis beaucoup de temps à influencer le swing des amateurs, car il ne suffit pas de dire « il n'y a qu'à bouger ton corps pour qu'il bouge ». Cette nouvelle ère a bousculé énormément de choses sur la compréhension du mouvement. Les appuis, par exemple. Le travail des appuis, à l'époque, était surtout axé sur les appuis en statique. On demandait aux joueurs de ne pas bouger les pieds, en tout cas le moins possible, ce qui contraignait le mouvement du corps et facilitait la dynamique des bras. La majorité des choses que l'on pensait à l'époque favorisaient la motricité des bras. Nous avons découvert dans les années 90 que nous avions des appuis dynamiques qui favorisaient la mobilité du corps et qui étaient complémentaires avec les appuis statiques, et que nous avions besoin, dans un bon swing, d'avoir des appuis statiques et dynamiques de bonne qualité. Autre collision concernant la motricité du corps, l'intervention des enseignants se faisait particulièrement sur l'évolution du club autour du joueur. Nous avons commencé à agir directement sur le joueur et à prendre de la distance avec le club, ce qui était à l'époque vraiment nouveau. Le circuit professionnel au début des années 90 commence à se développer. La France a atteint 180 000 licenciés. Il y a de plus en plus d'argent dans le golf professionnel. Nous voyons arriver des préparateurs mentaux sur le circuit pour aider les joueurs à gérer le stress de la compétition. Un des principes de base dans la préparation mentale est la visualisation, la connexion avec l'objectif. Et gentiment, les joueurs professionnels sont passés d'une attention quasi exclusive avec la balle à une attention particulière avec la cible. Dans les années 80, les professionnels jouaient avec des clés de swing pour les aider à faire leur mouvement. Ces clés étaient utilisées pendant l'action. L'attention était en priorité orientée sur le fait de faire le mouvement et de toucher la balle. Le joueur était concentré sur une clé de swing pour faire son swing. La recherche de la performance a poussé le joueur à ne plus réfléchir pour faire. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère où l'inconscient gère l'exécution du swing. Le golf était en train de devenir un dérivé du jeu de fléchettes. Certains champions et championnes dans les années 90 avaient poussé le concept très loin
en ayant le regard qui suit la balle après l'impact, voire qui donne l'impression d'avoir un regard sur la cible au moment de l'impact. Les plus connus, la numéro 1 de l'époque, Annika Sorenstam, et David Duval, numéro 1 en 99. Cette nouvelle approche du coup a poussé les joueurs et les joueuses à élaborer une routine avec des étapes précises pour ne pas tout mélanger au moment de jouer. Nous commencions à découvrir le rôle essentiel de la mémoire musculaire, qui est une mémoire courte, une mémoire réflexe. Nous avons appris à la maîtriser. La mémoire musculaire est devenue la pierre angulaire de la préparation des joueurs professionnels. Elle déclenche le mouvement avec son côté mémoire réflexe. Elle peut modifier, influencer la mécanique du mouvement tout en restant compétitif et elle permet de stabiliser le mouvement par son utilisation régulière. Les vertus de la mémoire musculaire sont très importantes. Il est indispensable pour un joueur qui veut progresser, quel que soit son niveau, de comprendre et d'utiliser la mémoire musculaire. Les joueurs professionnels ont structuré et perfectionné leur routine de façon à faire abstraction de la technique au moment de jouer en deux zones distinctes, la zone de réflexion et la zone d'action, avec une frontière hermétique entre les deux zones. Dans la zone de réflexion, le joueur analyse la position de la balle, le choix du club et du coup, la direction, la force du vent, le conditionnement musculaire du mouvement, le conditionnement mental du coup, la confiance, et dès qu'il prend la décision de jouer, il rentre dans la zone d'action. Il met en place une frontière hermétique entre les deux zones, il se met en mode joueur, il se connecte avec la cible, la trajectoire de sa balle, un focus sensitif de ses mains, du relâchement de ses épaules et de son ancrage dans le sol. Le joueur rentre dans un état d'esprit de toucher sa cible et il joue conditionné par sa cible. La routine est le premier levier de la performance, elle nécessite d'être comprise et maîtrisée quand on veut progresser. Dans les années 90 et 2000-2010, cette nouvelle ère de la motricité du corps et cette nouvelle façon d'aborder un coup sont restés le fil rouge durant ces 2 décennies. Ensuite, à la fin de la décennie 2000-2010, nous avons vu arriver une nouvelle référence dans le monde du golf, les préférences motrices, qui ont permis de mieux comprendre les différences de mouvement, de position devant la balle, pourquoi certains joueurs tournaient les hanches plus que d'autres, pourquoi certains jouaient avec une position plus assise que d'autres. Les préférences motrices sont essentielles pour éviter de bloquer la progression d'un joueur. Durant ma carrière, entre 85 et 95, je ne me souviens pas du tout de la posture que j'avais, à part le dos droit, et la position dynamique qui était la référence de l'époque et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais je me souviens avoir eu une année où je faisais plus de sockets que d'habitude. Il est vrai que dans le jargon des préférences motrices, je suis terrien avec un poids en partie sur l'arrière, sur les talons. Et quand je joue en aérien, j'ai tendance à faire des sockets. Les coachs de l'époque avaient tendance à nous positionner comme eux devant la balle. Et si les préférences motrices de votre coach étaient différentes de vous, ça entraînait un bug. Ce type d'erreur est évité aujourd'hui grâce à ces connaissances. Une fois que vous avez déterminé vos préférences motrices, il vous suffit de les respecter et le tour est joué. Depuis les années 90, la motricité du corps fut le premier changement, suivi de l'inconscient qui gère le coup à jouer, le fait de ne pas réfléchir pour faire. Les préférences motrices sont le 3e élément de l'évolution du golf depuis les années 90. Le 4e élément de l'évolution du golf depuis les années 90 vient d'un champion, Tommy Fleetwood, qui a modifié le jeu, la façon de jouer. Il est passé professionnel en 2010, il est certainement le premier joueur de l'ère moderne à jouer en cherchant à atténuer le travail des mains. Dans le swing, la pronation ou l'action des mains fait partie intégrante du mouvement avec l'obligation d'être coordonné avec le reste du mouvement. La face de club doit arriver square ou neutre au moment de l'impact. Bien sûr, si vous la faites trop tôt, la balle partira directement à gauche, et si elle est trop importante, la balle tournera en plus à gauche. La pronation agit sur la trajectoire de départ et de la balle et sur l'effet que vous pouvez donner à la balle. Tommy Fleetwood joue en atténuant le travail de ses mains pour atténuer les effets négatifs que peuvent entraîner les mains, remettant en question que le grip est un petit oiseau dans les mains ou le tube de dentifrice ouvert à la place du grip. Car bien sûr, la pression du grip est plus importante que sur un coup swingé classique,
Il a poussé le phénomène jusqu'à utiliser le coup de tenue classique, qui est un coup de dosage où l'on neutralise complètement la pronation, où l'on garde le club dans la partie basse après l'impact pour garder la phase de club dirigée vers la cible. Bien sûr, la pression du grip est plus importante pour neutraliser la pronation. Tommy Fleetwood est certainement le premier joueur de l'ère moderne à faire des coups de tenue de distance, même avec le drive, avec une pression aussi importante, en faisant une préparation arrière complète et en s'arrêtant dans la partie basse. Bien sûr, l'impulsion nécessaire pour faire de la distance ne peut pas neutraliser la pronation, mais atténue la pronation et facilite le contrôle de la trajectoire de balle. Tommy Fleetwood est devenu en 2015 un des joueurs les plus réguliers du monde. Il a entraîné la quasi-totalité des joueurs dans cette nouvelle ère où le contrôle de la phase de club est devenu légion. Nous pouvons constater aujourd'hui 3 styles de jeu différents. Le coup swingé, la pression du grip est plus légère, avec une rotation arrière et avant complète. Le coup de tenue de distance, qui a une préparation arrière comme sur un coup swingé, et une sortie après l'impact dans la partie basse de façon à atténuer le travail des mains, et bien sûr avec une pression du grip plus importante. Le coup hybride, qui lui ressemble beaucoup à la mécanique du coup swingé, avec une pression plus importante du grip pour atténuer le travail des mains. La majorité des champions sont devenus des joueurs hybrides, car ce style de jeu permet de gagner un club en distance. Je voudrais rebondir sur Bryson DeChambeau, qui lui a poussé le bouchon encore plus loin, en atténuant encore plus les mains. Bryson a constaté, comme tous les professionnels qui ont constaté cette évolution, qu'atténuer le travail des mains permet de perfectionner la motricité du corps. Et bien sûr, la motricité du corps, c'est avant tout la puissance mécanique de votre mouvement. Dans l'histoire du golf, le fait d'atténuer le travail des mains n'est pas réellement une nouveauté. Le premier champion de l'histoire du golf à avoir joué de cette façon est Mo Norman. Je trouve que c'est un juste retour des choses, car Mo Norman était un champion canadien d'exception qui avait compris avant les autres que le contrôle des mains était indispensable pour améliorer sa précision. Une des particularités de Mo Norman est qu'il était plus loin de la balle que les autres joueurs de l'époque, ce que l'on retrouve chez Bryson DeChambeau. Bryson a simplement rajouté une motricité du corps supérieure à la moyenne, ce qui permet à Bryson de combiner puissance et précision avec une réussite intéressante, constatant que son classement mondial s'améliore malgré son gain de puissance, prouvant qu'il est possible de lier les deux. Bien sûr, cette évolution est liée à la recherche de la performance, et bien sûr, je ne ferai pas mieux de vous conseiller de prendre en compte ces évolutions, car elles jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la performance. Je profite de cette vidéo pour vous présenter mon nouveau programme de formation. Je baisse mon index, 2 modules de 35 vidéos, des fiches d'entraînement en format PDF, une webconférence tous les mardis. Je baisse mon index, c'est un programme de formation axé sur le swing, la mise en place, le perfectionnement et la stabilisation du swing. Bien sûr, ce programme prend en compte toutes ces évolutions et il est fait pour les joueurs qui ont déjà pris quelques leçons et qui pratiquent le golf depuis quelques mois et qui prennent conscience que sans avoir un plan d'action précis, la progression n'est pas garantie. Et des joueurs qui sont coincés à un niveau 10, 20, 30, 40 d'index et se posent la question: qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avancer? Je travaille sur les programmes de formation depuis plus de 20 ans. Celui-là est le plus complet que j'ai produit. J'ai mis plus de 9 mois à le faire personnellement. Si j'étais un golfeur qui veut progresser, c'est celui-là que j'adopterais. Pas convaincu, rentrez dans la formation. Vous avez 30 jours pour tester, changer d'avis si vous le souhaitez. Le fait de rentrer dans la formation, d'assister aux visioconférences vous permettront de constater par vous-même si la formation vous convient et surtout, vous allez pouvoir profiter d'une offre exceptionnelle de lancement pendant 48 heures. Et si vous faites partie des 70 premiers, vous aurez un accompagnement personnalisé en visioconférence de 12 heures en plus à prendre dans l'année en cours à partir de votre date d'inscription. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo et je vous retrouve au téléphone dans les 48 heures. À très vite.